Salut à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Monsieur Nov. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Donc toi tu fais partie d'un peu des pionniers du R&B en France et t'as jamais arrêté d'en faire. T'as commencé en 2007 à peu près. Comment on arrive à trouver l'inspiration, à se renouveler après plus de 15 ans de carrière? Je ne saurais pas te répondre. Hein. L'inspiration, elle vient, elle part. Et parfois, il faut aller la chercher. Tu vois, et le truc, c'est que j'ai l'impression que, artistiquement parlant, j'ai toujours quelque chose à proposer. Donc, quand je vais au studio, dans un premier temps, c'est toujours pour m'amuser, pour kiffer. Mais quand je me dis qu'éventuellement, il y a un projet à sortir, un EP ou un album, l'inspiration, instinctivement, elle arrive. Ou même, comme je te disais, parfois, il faut aller la chercher. Mais je ne pourrais pas te dire exactement comment je réussis à la réanimer. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai en moi et tant qu'elle est là, bah, je continue, quoi. À un moment de ta carrière, tu as retiré le monsieur de ton nom, Ouais. tu l'as réintégré. Ouais. Pourquoi? Je l'avais retiré parce que j'avais sorti des EP, c'était quoi, en 2015, si je ne me trompe pas, des EP qui s'appelaient Evo. Ouais. Voilà, donc, quand j'ai sorti le premier Evo, je ne savais pas qu'il allait en avoir un deuxième ni un troisième. Mais à ce moment-là, j'étais dans une dynamique d'évolution parce que je voulais apporter un peu de fraîcheur dans mon style. Et puis même physiquement, j'avais changé. Je voulais apporter vraiment quelque chose de nouveau et j'avais enlevé le monsieur pour marquer ce changement. Et après, je l'ai remis parce que je me suis rendu compte que, en tout cas pour l'époque, sur les plateformes, ça devenait vite compliqué pour les gens qui me connaissaient en tant que Monsieur Nov et les gens qui me découvraient ou des gens qui... c'était un peu le foutoir sur les plateformes. Donc il y avait deux comptes, il y avait Monsieur Nov, il y avait Nov. Quand je sortais un projet, les gens, ils ne savaient pas... Ils me disaient « Ouais, mais je ne le trouve pas, ton projet ». Du coup, j'ai remis le monsieur et j'ai tout fusionné en tant que Monsieur Nov pour que ce soit beaucoup plus simple pour les gens. Mais c'est vrai que de manière générale, les gens ils m'appellent Nov. Ok. Tu fais du piano, il me semble. Ouais. Tu composes aussi. Est-ce que ça t'arrive de poser sur tes prods ou pas du tout? Principalement, ouais. Okay. C'est principalement moi qui compose. Jusqu'à aujourd'hui, ouais, je faisais la majorité des prods, j'arrangeais, je faisais la réal. Là, sur le dernier projet, bon, il y a Zekpi qui réalise le projet, qui est directeur artistique du projet. Et puis, on a appelé beaucoup d'autres compositeurs comme Benjay, Sizi aussi. Il y a Black Do qui a fait une apparition. Mais dans tous les cas, sur tous les titres, il y a toujours une collaboration entre moi et les autres compositeurs. Donc parfois, moi, je vais juste plaquer des accords et le compo, Benjay va rajouter les drums. Ou sinon, c'est le contraire, il va arriver avec une loupe et puis après, je vais travailler et Zeg, il va arriver pour faire la réal. C'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ma touche dans tous les cas. Justement, je voulais parler un peu de ta relation avec Zekpi, parce que c'est vrai que ça fait des années que vous travaillez ensemble. Depuis 2015. Ouais. Comment vous avez commencé à collaborer? Moi, j'étais sur Evo. Je ne savais pas encore comment il allait s'appeler, le projet. J'étais juste en studio pour faire du son. Et je l'ai rencontré, il était dans le studio d'en face. Et c'était le Zeg de l'époque. Donc, c'est pas le Zeg qu'on connaît maintenant avec tous les hits qu'il a fait. Et... entre les studios, tu connais, hein, parfois on va dans les studios, ouais, ça écoute quoi, ça fait quoi, et il me dit ouais, j'ai 2-3 petits trucs et tout, là, tu peux écouter, me dire ce que t'en penses. Et c'était pas encore au point, mais il y avait une sensibilité que j'avais jamais ressentie chez les autres beatmakers, tu vois. Et pourtant, on a beaucoup qui me proposent des trucs. Et à partir de là, on a travaillé sur le projet ensemble. Il a plus ou moins intégré le projet sans le savoir, il a fait la réal sur le projet. Et tout ça de manière inconsciente, sans le savoir. Il ne savait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Et de là, on est sorti le titre Quand vient la nuit. Il y a ceux qui disent... Moussa m'a dit ne les calcule pas même, mon gars Juice m'a dit what, vas-y tu les bang bang. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Il y a ceux qui voient petit, il y a ceux qui visent grand. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Mais ceux qui disent oui, ils seront morts dans 10 ans. On a travaillé sur Evo 1, Evo 2 ensemble. Et sur le Evo 2, il y a entre guillemets, le fameux Quand vient la nuit 2 qui a atteint le million de streams très rapidement, le million de views sur YouTube. Quand vient la nuit, oh, quand vient la nuit, je suis tout en émoi. Je repense à toi et moi. Oh, quand vient la nuit, oh, quand vient la nuit.
À présent le vide est immense. J'ai fait le fou allié, je suis dans le trou, ça y est. J'ai fait le fou allié, je suis dans le trou, ça y est. Et c'est là que j'ai compris que le fait de travailler avec lui, ou en tout cas avec de jeunes beatmakers, compositeurs, ça permettait de ramener une fraîcheur, et c'est ce que j'avais besoin sur les Evo, comme je disais, c'était d'apporter ce vent de fraîcheur, et c'est lui qui me l'a apporté. Donc tu dis sur le projet on retrouve Sizi, Zekpi ou encore Benjé, et je me rends compte qu'en France on n'a pas de gros producteurs qui sont vraiment axés R&B. Comment tu expliques ça? Moi je pense qu'il y en a beaucoup, mais on va dire, leur skills, il n'est pas mis en lumière, tu vois, parce que de par le fait qu'il y ait beaucoup plus d'artistes axés plus rap, tu vois, donc eux, quand ils se retrouvent en studio, ils n'ont pas cette possibilité de s'exprimer, tu vois, au travers de ce style-là, R&B ou quelque chose de plus musical. Ils suivent un peu les recommandations ou ce que les artistes leur demandent. Donc si 80% du temps, ils sont au studio avec des rappeurs, forcément, ils vont aller vers un truc plus, que ce soit trap ou que ce soit drill, tu vois, plus rap. Et c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez d'artistes R&B à proprement dit que derrière, les producteurs ne puissent pas s'exprimer, tu vois. Par exemple, Zeg, on le connaît vraiment, on le connaît de par ses hits, tu vois, qu'il a fait pour Naps, l'Enfoiré, Hamza dernièrement, ouais. Voilà, tu vois, avec Hamza et SCH. Mais lui, il faut savoir que c'est un mec du R&B à la base, tu vois. Et c'est qu'avec moi où il peut vraiment s'exprimer dans ce style-là. Et je pense qu'il y en a plein des compositeurs qui sont dans ce cas-là, mais qui n'ont pas encore rencontré l'artiste avec qui il y a cette osmose-là, tu vois. Et justement, qu'est-ce que tu penses de la scène R&B actuelle en France? La scène R&B, c'est un peu paradoxal parce que, en fait, c'est pas comme dans le rap où tu vois, il y a plusieurs strates. Tu vois, t'as les artistes les maxi rookies, tu vois. Ouais. T'as le truc un peu underground. T'as l'étape de l'artiste qui a déplacé ce stade d'underground, mais qui est en développement, où il y a un potentiel de quelque chose. Après, t'as les artistes en place, et après, t'as les gros artistes. Et dans le R&B, j'ai l'impression qu'il y a un gap entre les artistes qui traînent sur le net, ça grouille. Et après, paf, tu passes tout de suite à des Dadju, des Taïk, superstars, tu vois, tout de suite des grosses têtes. Il n'y a pas toutes ces étapes-là. Et moi, je suis plus ou moins là, entre les deux, tu vois. Et quand je regarde autour de moi, à mon étage, entre guillemets, je vois personne. Et c'est le même problème que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas assez d'artistes, en vrai, tu vois. Ou en tout cas, il y en a beaucoup, mais en devenir, tu vois. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que le public, du coup, il a moins été éduqué à ça et qu'il a plus l'habitude d'écouter du rap, donc il va moins s'intéresser c'est ça. Après, là, je pense qu'on est dans une ère où des artistes comme moi ou Taïk, on démocratise le truc un peu plus, tu vois. Et l'oreille, elle est un peu plus ouverte à ce style de musique. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Et il y a 10 ans, il suffisait que tu chantes l'amour, tu parles de meufs. Tout de suite, on te cataloguait, on dit ouais, même les mecs, ils pouvaient pas écouter, tu sais, ils écoutaient 11 Credos dans la voiture, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, ils l'assument, tu vois, parce que après, peut-être que le fait qu'aux États-Unis, les artistes sont en train de tout péter aussi, tu vois. Cizé, elle est numéro 1 depuis, elle est en train de tout péter. Et peut-être que ça, inconsciemment ou indirectement, ça éclabousse un peu l'oreille de l'auditeur lambda français, et qui se dit, putain, moi j'ai une version française, je vais tendre l'oreille. Et après, c'est à nous, artistes, d'être productifs et de balancer des projets, balancer des titres, être en concert. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes, mais les gens ne sortent pas de projets, en fait, tu vois. Ils sont beaucoup sur les réseaux, ils font beaucoup de contenu pour les réseaux, mais ils ne sortent pas de projets. Tu vois. Après, c'est une autre histoire, hein, le fait de produire le projet, de le sortir. Mais je pense que le fait d'amener un projet et de le rendre concret sur les plateformes, c'est ça qui te permet de réellement exister, tu vois. Et les artistes, aujourd'hui, ne font pas assez. En tout cas, dans le genre R&B. Toi, tu as ton label, Vibe Labo. Et il y a 3 ans, tu parlais de produire des artistes. Est-ce que tu as eu le temps d'explorer cette facette un peu du métier ou pas encore? Je l'explore de loin.
Je l'explore de loin parce que aujourd'hui, je suis plus focus sur moi-même. Et je pense que quand bien même aujourd'hui, je trouve une pépite, je pourrais pas m'en occuper, tu vois, et réellement. Et moi, j'ai pas envie de me lancer dans un truc où je vais faire les choses à moitié. J'ai déjà vécu ce truc en tant qu'artiste et signer chez un label, avoir un producteur. Et quand c'est, tu vois, quand c'est ric-rac, toi, en tant qu'artiste, t'es toujours super frustré. Et j'ai pas envie de faire ressentir ça à un artiste qui, quand je vais lui dire, ouais, je te signe, viens chez Vibe Labo. Lui, en plus, lui, il va avoir Nov, tu vois, au-delà de moi, boss de label qui le signe, il va voir l'artiste qui est chez Vibe Labo, c'est-à-dire Nov, et il va se dire, ah putain, moi, peut-être que je vais arriver à ce niveau-là, peut-être que je vais pouvoir, en l'espace d'un an, faire tant de streams, remplir le Trianon, remplir, tu vois, la Cigale. Et si moi, à ce moment-là, je ne peux pas me donner à 100% pour qu'il puisse arriver à cet objectif, il va être frustré. Et je sais aujourd'hui que j'en ai pas la capacité. On a Luigi qui disait s'il y a 1000 personnes qui sont prêtes à acheter ton CD ou à venir te voir en concert, tu peux vivre de ta musique, mais aujourd'hui, on a trop d'artistes qui veulent toucher la masse, et du coup, on n'arrive plus trop à les identifier. Toi, j'ai l'impression que tu fais partie justement de ces artistes qui ont une commu qui est ultra engagée, et c'est ce qui fait que tu as réussi à traverser un peu les âges jusqu'ici. Luigi, il a tout dit, hein. Il a tout dit, c'est ça. À partir du moment où tu as 1000 personnes prêtes à aller à ton concert, prêtes à acheter ton suite, ton merch, prêtes à acheter ton CD, voilà, hein, tu as assez de personnes qui te suivent pour vivre de ta musique, tu vois. Et c'est pour ça que de plus en plus, quand tu regardes bien, que ce soit R&B ou pas, hein, surtout dans la musique urbaine, il y a beaucoup de petites niches comme ça. Tu vois. Après, il y en a qui grossissent et qui explosent. Hein. De Freeze, de Lelo, Alpha. Ouais. C'était des niches, tu vois, qui sont restées très longtemps des niches. Et après, à un moment donné, à savoir quels facteurs, quelles planètes sont alignées, ça a explosé. Mais beaucoup de niches comme ça. Et c'est des artistes qui, eux, peuvent s'exprimer, être créatifs et toutes les années balancer du contenu, un album ou un projet, être en connexion avec leur public et en vivre. Tu vois. Toi, du coup, tu as pu faire pas mal de dates parisiennes. Comment t'expliques qu'après tout ce temps, tu as toujours de plus en plus de gens qui arrivent à s'identifier à ta musique? Je sais pas. Je t'assure, je sais pas. Je pense que j'essaie d'être authentique dans ce que je fais. Tu le disais, moi, je fais du R&B depuis le départ et quand tu faisais le parallèle avec Luigi, voilà, moi, j'ai trouvé mon créneau et j'ai trouvé mon public et j'essaie d'être le plus fidèle à ce que les gens attendent de moi et j'essaie pas de toucher la masse parce qu'à un moment donné, quand tu essayes de faire ça, tu touches personne, tu vois. Donc moi, je parle à mes gens et cette communauté-là, petit à petit, elle grandit au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure des concerts, des clips. Et je pense que cette authenticité et cette sincérité parlent et fait que les fans aujourd'hui s'accrochent à ma musique ou en tout cas à moi. Et je sais qu'ils vont pas me lâcher, quoi. Et c'est lequel le meilleur concert que tu as pu faire pour le moment? Pour le moment, meilleur concert, le meilleur souvenir que j'ai, c'est le Trianon que j'ai fait en 2018. Ok. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a annoncé l'album, on s'est dit le premier concert qu'on va faire, ça va être le Trianon, comme un espèce de clin d'œil pour les gens qui ont été là. Et je pense que si tu demandes aux gens, ils vont se dire ouais aussi, le concert qu'on a le plus kiffé, c'est celui du Trianon. C'était pour dire ouais, là, on se le refait cette fois-ci, tu vois. Après bon, il a été sold out assez rapidement, du coup on a balancé un Olympia derrière, quoi. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu t'attendais à remplir les 2 salles aussi rapidement? Pas aussi rapidement. Je savais que j'allais faire sold out, tu vois, mais pas... Je t'avoue, pas aussi rapidement, parce que j'ai pour habitude de remplir mes salles à chaque fois, mais pas sur un délai aussi court. Donc moi, quand j'annonce le truc, je me dis ça va faire plaisir aux gens, surtout que ça fait un moment que j'ai pas annoncé de date, ça va se remplir, mais quand tu annonces la date à 18h et qu'à minuit, il n'y a plus de place, tu te dis ouais, putain, ça fait plaisir, hein, tu vois. Et à partir de là, on se dit, bon, les gens, ils commencent à m'envoyer des DM, ils commencent à m'insulter, à me dire, ouais, moi, je n'ai pas trouvé mes places, c'est comment? Et donc, on a balancé la date du
de l'Olympia juste derrière. Et pareil, on a fait complet, donc franchement, je suis trop content. À quoi ils peuvent s'attendre, les gens qui ont pris leur place? Ah, ils vont s'attendre à du show à la Monsieur Nov, hein. C'est-à-dire de la voix, de la vocalise, beaucoup de musicalité. Parce qu'il faut savoir que sur scène, moi, j'ai mes musiciens. Ouais. Donc, on va amener le truc très chaleureux, tu vois. Et les gens qui ont pu venir me voir sur scène, ils savent qu'il y a cette connexion qu'il y a entre moi et le public, de toute façon, que tu ne retrouves pas, tu sais, quand tu passes par un stream. Mais sur scène, il y a vraiment une connexion entre moi et le public. Et puis, j'essaie de vraiment, au-delà des titres, tu sais, rentrer en discussion avec eux. Rentrer en discussion, que ce soit entre les morceaux. Bah ouais, sur scène, c'est assez particulier. C'est vraiment la connexion que tu peux pas retrouver ailleurs, quoi. Et en tout cas, si les gens veulent ressentir vraiment la musique, en tout cas comment moi je l'ai pensé en studio, ces vibrations-là, sur scène, ils vont la ressentir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du projet. Mais pour l'introduire, tu as fait ce que tu as appelé la Novline. Donc, tu as mis un standard téléphonique où les gens pouvaient raconter leurs problèmes de cœur. Ouais, ouais. Et toi, tu leur donnais des conseils en chanson. Comment était venue cette idée? Bah, en fait, quand on a fini l'album, on avait plus ou moins une date de sortie. Et on s'est dit avec l'équipe, ce serait dommage de juste donner un rendez-vous aux gens, ou en tout cas revenir sur les réseaux en disant « Salut, rendez-vous telle date, nouvel album ». On voulait reconnecter avec le public. Et quoi de mieux que le faire à travers des histoires, tu vois. Parce que après réflexion, les gens, ils me disent souvent, quand ils écoutent des titres à moi, ils me disent en fait, tu racontes tellement bien l'histoire que j'ai l'impression que j'ai déjà vécu, ou c'est des trucs où les gens ils me disent j'ai déjà vécu ton truc mot pour mot. Tu le racontes tellement bien avec une justesse. Et vu que Love Therapy, le dernier album, le concept tourne autour d'une histoire, on s'est dit pourquoi pas revenir et reconnecter avec les gens via leurs histoires à eux, au-delà de mes histoires à moi, avant de leur balancer l'album, où ça va être mon histoire. Et on s'est dit, bah, on laisse un numéro de téléphone, les gens ils nous appellent, s'ils veulent laisser des messages de soutien, ils le font, mais l'axe principal, c'est racontez-moi vos histoires d'amour, vos peines de cœur, les meilleurs souvenirs que vous avez vécus. Et à travers ça, je raconte une histoire. Je pioche dans ce que vous me racontez et j'essaie de raconter votre histoire du mieux que je peux musicalement, tu vois. Et il y a des moments où ça se traduit par des conseils, entre guillemets, tu vois. Et parfois, c'est juste de la narration, tu vois. Et quand je balance la Novline 1, je ne m'attends pas à autant de réactions et d'interactions. Ça fait 4 ans maintenant, dans 3 ans que je suis plus avec mon ex, et je pense à lui tous les jours, genre vraiment, je pense à lui H24, c'est l'enfer. Tu penses encore à ses mains, à ses gestes. Les souvenirs de lui, c'est tout ce qui te reste. Mais ton nouveau mec a passé le test, oh la main. Mais tu dois accepter que c'est la fin. À ce moment-là, ça passe super bien, les gens ils sont grave contents, ils en parlent. Et je me dis, ouais, ben, on a tapé dans le mille, et let's go pour la 2, la 3. Et c'était le fil conducteur avant d'arriver à l'histoire de Love Therapy. Donc, tu l'as dit, ton album, il s'appelle Love Therapy. Est-ce que c'est pour toi une manière de te soigner en faisant de la musique, ou c'est aussi une manière de soigner ton public, hein, entre guillemets? Me soigner... pas me soigner moi, parce que, tu vois, j'ai sorti assez de projets pour te dire, ouais, c'est le projet qui me permet d'extérioriser quelque chose, tu vois. Ce serait mentir. Mais je pense que c'est plus pour le public. Je pense que c'est plus pour le public, la manière dont j'ai structuré le projet, titre par titre, avec cette trame narrative qui est la rupture du début et toutes les étapes qui peuvent suivre après cette rupture-là. Ça a été pensé plus pour le public, pour que chacun puisse s'identifier à travers chaque titre. Ah ouais, ce titre, il me fait penser à ce que j'ai vécu là, ou ce que je suis en train de vivre. Ah, ce titre-là, je l'ai déjà vécu, ou je suis en train de le vivre. C'était plus pour le public. Après, bien sûr, dans le projet, il y a certains titres qui sont, entre guillemets,
issu de ce que j'ai pu vivre moi, mais de manière générale, c'est plus de la fiction, quoi. Mais quand je regarde la tracklist, je remarque que la plupart des titres, ils sont négatifs. Ouais, Donc, là, c'est de la tristesse. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que les la pleurs. rupture, la douleur, fake love. Toi, t'es dans quel esprit quand tu fais tes morceaux? Bah, quand tu écoutes l'album, le premier titre, l'intro, c'est, entre guillemets, ma femme qui m'appelle en pleurs, et boum, c'est la rupture. Putain, mais non, franchement, je Je suis... vais pas en dire trop pour inviter les gens à aller écouter, c'est la rupture. Donc le premier titre, c'est le début de tout. Et d'ailleurs, l'intro s'appelle comme ça, la rupture. Et forcément, tout ce qui suit derrière, tu vois, ça ne peut être que peine, doute et tristesse, tu vois. Ça peut être que ça. Mais quand j'ai écrit cet album-là, et quand j'étais dans le processus, et je me suis laissé porter par justement ce mood-là, tu vois, d'après-séparation. J'ai essayé de me mettre à la place d'un mec qui vraiment vient de se séparer salement. Et par quelle étape il passe pour essayer de se relever? Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est que de la peine, quoi. Et même s'il y a des moments où tu as cette impression que ça va mieux. D'ailleurs, il y a un titre dans le projet qui s'appelle « T'es où ?» où voilà, le mec, il veut avancer, il cherche l'amour, tu vois, le nouvel amour. Mais c'est que se mentir à soi-même. Parce qu'il y a un certain temps de deuil avant de passer à autre chose. Et Love Therapy, c'est toute cette période-là. La période où tu essaies de te relever, mais tu es encore à terre. Justement, dans cet album, à un moment, on a un ex un peu toxique qui appelle son ancienne compagne et qui se rend compte qu'elle a refait sa vie. Ouais. Il essaie un peu de la récupérer en l'apercevant que la personne avec elle, c'est pas la bonne. Moi ici, j'arrête pas de penser à toi et j'arrive pas à tirer un trait sur notre histoire et de me dire que bah voilà quoi, tu vis ta vie. Bah ça fait mal. Je sais pas si c'est une manière pour toi de m'oublier ou parce que tu m'as vraiment oublié. Mais je te dis, hein, bébé, ce qu'on a vécu, tu pourras jamais le revivre ailleurs. Moi, je me demande, est-ce que toi, en amour, tu te considères comme quelqu'un de toxique? Moi, pas du tout. Ok. Pas du tout. Par exemple, dans l'interlude dont tu parles, là, d'ailleurs, c'est moi qui fais l'interlude, c'est l'histoire du mec, justement, qui s'est fait plaquer par sa meuf parce qu'il a fait le con. Et sa meuf, il apprend que sa meuf, elle a refait sa vie, quoi. Elle s'est reposée avec quelqu'un d'autre. Et lui, il l'appelle un peu en rogne, quoi, tu vois, de savoir qu'elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Et ça allait juste... c'était que de la fiction pour apporter de la profondeur dans le projet, tu vois. J'aime bien ce genre d'interlude dans les albums, et c'est ce qui manque souvent dans les albums, c'est des petites liaisons, des petits trucs qui font qu'entre les morceaux, il y a une cohérence. Et justement, quand tu écoutes ce titre-là, tu comprends en fait un peu toute la dynamique des sons précédents et le son qui vient après. Mais non, pour répondre à ta question, non, moi je suis pas du tout toxique. Mais de toute façon, le mec toxique, il va pas te dire qu'il l'est. C'est vrai. Et du coup, c'est ton premier long format depuis 2015 avec Koulinan. Ouais. En quoi c'est différent de bosser sur des EP comme les Evo ou sur cet album-là? Ah ouais, c'est grave différent. C'est grave différent. C'est le travail, il est plus difficile et il est différent parce que sur un EP 8 titres, par exemple, tu vas au studio, t'as pas d'idée préconçue, tu vas sans a priori, on t'envoie une prod, elle te plaît, t'enregistres, tu sors de la cabine, le morceau il est bien, ok, titre 1. Et tu fais ça à chaque fois que tu vas au studio, et après tu fais une compile des meilleurs morceaux que t'as et tu sors un EP. Un album, dans cet album-là particulièrement, il y a plein de titres qu'on considère lourds, qu'on n'a pas mis dans l'album parce qu'il fallait une cohérence dans la couleur, dans le thème, dans la narration globale. Et quand c'est assez particulier parce que quand tu es au studio et que tu enregistres un morceau, tu dois en même temps avoir cette réflexion-là, mais en même temps, tu ne dois pas l'avoir parce que sinon, ça t'enlève de la spontanéité, tu sais. Parce que tu es trop dans la réflexion de oui, il faut que je fasse un son qui parle d'eux par rapport au titre 2, il faut que ça suive la trame narrative. Donc c'est assez compliqué parce que tu dois être très spontané
parce que c'est comme ça que les meilleurs titres, ils arrivent. Mais en même temps, une fois que tu as sorti un titre, il faut qu'une fois que tu as, entre guillemets, un assez grand squelette, créer la cohésion entre chaque titre. Et c'est là qu'intervient Zeg pour travailler la réal et la DA du truc et rendre le projet cohérent quoi, dans son atmosphère. Et en plus des producteurs, on a du coup 4 invités. Il y a Taiki, Jossman, Joe Douetfilet et Manam, une chanteuse marocaine. Jossman, c'est le seul rappeur qui est présent sur le projet. Et le morceau, il s'appelle Dernier Je t'aime. J'ai plein de souvenirs fracturés, j'ai des plaies, des blessures, des œdèmes. Quand je repense à ton dernier je t'aime et toute l'affection qui me rassurait. Oh, je repense à tous nos secrets en aparté. Le recul me fait prendre conscience de ta rareté. J'assume mon ressenti en toute clarté. Je sais qu'il n'y en aura pas deux comme toi, mais je repense à ton dernier je t'aime. C'est qui la dernière personne à qui t'as dit je t'aime? À ma femme. Non, à ma fille. Il y a combien de temps? Ouais, peut-être 1 heure, un truc comme ça. Et moi, sur les réseaux, j'ai vu pas mal de gens comparer vos performances. Parce que souvent, dans le rap, il y a un peu cet esprit de compétition quand tu fais un feat. Mais est-ce que toi, tu trouves ça pertinent dans votre cas à vous? Ah, pas du tout. D'ailleurs, j'étais tombé sur un tweet un peu par hasard, parce qu'il faut savoir que les artistes, parfois, ils vont sur Twitter. Ouais. Ils tapent leur blast dans la barre de recherche et regardent un peu ce qui se dit, surtout dans les périodes de sortie. Et à ce moment-là, j'avais même pas tapé mon blast dans la barre de recherche. C'est quelqu'un qui avait retweeté un truc et tout. J'étais tombé dessus et ça disait, ouais, Jossman et tout, dans le dernier Je t'aime, il a Grainov et tout. Et je trouve pas ça pertinent du tout, surtout que, en fait, c'est 2 styles totalement différents. Autant tu m'aurais dit, tu dis Nov et Taïk, Nov il a Grey Taïk, ou le contraire, il peut y avoir une cohérence, parce qu'on est nous deux des chanteurs, il peut y avoir une réflexion sur la technique vocale, etc. Mais là, Jossman, c'est un rappeur, donc ça n'a rien à voir, tu vois. Je peux pas me comparer à lui comme lui peut pas se comparer à moi, donc ouais, c'est pas du tout pertinent, quoi. Donc on a aussi Taiki. Vous aviez déjà collaboré ensemble sur un de ses projets. Ouais, sur Mind. Ouais. Et c'est un des artistes les plus en vogue en France actuellement. Comment vous arrivez à vous retrouver en studio ensemble? C'est toujours un peu compliqué au vu de son planning, tu vois, parce que c'était sur une période où il tournait beaucoup, donc c'était un peu compliqué de se capter au studio. Mais une fois qu'on a validé la date, on se retrouve au studio et puis voilà, nous on est des amoureux du R&B, tu vois. Lui, ça s'entend dans sa manière de poser que c'est un mec qui a écouté presque que ça quand il était plus jeune. Et quand on réfléchit à faire un titre, on se dit, la logique, c'est de faire un titre R&B, tu vois. Quand tu penses à Nov Taïk, tu penses à ça, tu penses à du R&B. Et au studio, on se dit, ouais, le truc qu'il faut faire là, en fait, il faut plier un classique R&B qui n'a jamais été fait en France. Et quand tu sors le titre qu'on a fait ensemble, Ma Femme... Oh, je tombe dans tes bras, je ne m'en fais pas, je sais que tu vas me retenir. C'est toi ma femme, je donnerai tout pour que l'avenir soit doux, que demain soit doux. Regarde il y a 15 ans, 20 ans, et essaie de faire de regarder tous les titres qui ont été faits, des anciens et tout, hein, qui ont collaboré, il n'y a pas de titre comme ça. Un titre purement R&B. Parce que souvent, quand les artistes, ou en tout cas je vais pas dire 2 têtes, mais 2 artistes où la collaboration peut faire rêver, quand ils le font, c'est toujours un peu... T'es un peu déçu. T'es un peu déçu parce qu'ils sont allés dans une démarche hit, radio, dans un truc de... On va essayer de faire un beutu. Là, on n'était pas dans cette démarche-là. On s'est dit, on va donner pour le public. Et finalement, on ne s'est pas trompé. Hein. C'est l'un des titres les plus streamés de l'album. Cet album, comme les précédents, il parle principalement d'amour. Sous tous ses aspects, tu racontes tes histoires. Que d'amour, que d'amour. C'est ça. Et est-ce qu'à un moment dans ta carrière, tu t'es pas dit, j'ai envie d'arrêter de faire du R&B, j'ai envie d'arrêter de parler d'amour? J'ai eu des moments où je me suis dit, j'ai envie de parler d'autre chose. Pas d'arrêter le R&B, parce que c'est ce que je sais faire de mieux, tu vois. Je ne vais pas dire que j'ai envie de me mettre à rapper. Mais il y a eu des moments où je me suis dit, j'aimerais bien parler d'autre chose. Et il y a des titres que j'ai sortis un peu comme ça. Hein. Si tu fais là un peu la rétrospection de mes anciens titres, sur Evo, il y a le titre « Il y a ceux qui disent ».
J'ai sorti aussi le titre Yakuza, mon premier single en 2008. C'est un morceau qui s'appelle Laissez-nous pleurer, featuring avec Alpeco. Donc il y a quelques titres comme ça qui ne traitent pas de la thématique de l'amour. Mais en tant que chanteur de R&B, de soul, le thème où je suis le plus à l'aise, tu vois, c'est l'amour, quoi. On arrive déjà à la fin de l'interview. Pour se quitter, moi, j'aimerais que tu poses une question aux internautes et ils devront y répondre en commentaire. La question que je peux poser aux internautes, écoute, question toute simple, hein. Est-ce que vous avez écouté mon album et est-ce que vous avez kiffé mon album? Laissez vos commentaires. Voilà, donc on le rappelle, Love Therapy, c'est disponible partout. Ouais. Tu seras au Trianon et à l'Olympia. Ouais. Merci beaucoup, Nov. Merci à toi. Ça tue, let's go.